Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui à froid pour débriefer ces phases de poule de Ligue des Champions terminées pour le PSG. Seconde place fort regrettable, Pau numéro 2 lundi lors du tirage au sort, donc potentiellement du lourd en huitième de finale. 14 points sur 18 prix. D'un point de vue collectif, des prestations qui ne donnent pas beaucoup de certitude. Et d'un point de vue individuel, j'ai été choqué au moment de faire mon brouillon parce qu'il n'y en a qu'un seul qui tire son épingle du jeu, qui sort du lot, c'est Kylian Mbappé. Je vous spoil la suite de la vidéo. Installez-vous, c'est parti. On va revenir sur cette campagne. 6 petits matchs, mais qui en disent déjà long sur la suite de la saison. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot où vous trouverez des maillots d'excellente qualité, non officiels mais à un très bon prix avec souvent des réductions sur les lots que vous retrouverez en description avec mon code promo qui vous offre 10% sur votre commande. Il y a des maillots de toutes les équipes avec n'importe quel flocage ou badge disponible, vous pouvez l'assortir avec le short qui va avec ou un survêtement. Et en période de Coupe du Monde, c'est valable aussi pour les sélections nationales. Au niveau de la taille, je vous conseille de prendre un peu au-dessus de vos habitudes. Ça taille petit, mais il y en a pour tout le monde. Il y a aussi de la NBA et de la Formule 1. Si ça vous intéresse, tout est en description. Comptez 3 petites semaines pour la livraison qui est gratuite à partir de 79 € d'achat, ce qui équivaut à 3 maillots achetés. Évidemment, les coutures sont excellentes et les flocages résistants si on ne les lave pas à 60 degrés, évidemment. N'hésitez pas à aller y faire un tour et pourquoi pas vos achats. Merci à ZoFoot, c'est eux qui régalent. Allez, on va commencer avec un point pas du tout original puisqu'il tourne depuis hier sur les réseaux. Galtier s'en est plaint directement après le match, le manque de temps additionnel. On se souvient de ce match contre le Maccabi qui s'est terminé à la 89e minute et 55 secondes sur une frappe de Neymar, dégagement des Israéliens. Boum, l'arbitre qui siffle tout le monde au vestiaire. Quand le Benfica hier, en Israël, a profité du temps supplémentaire pour obtenir sa première place dedans. Évidemment, c'est honteux. En Ligue 1, il y a 38 journées. On s'en fout d'accorder 3 minutes de temps additionnel sur un pauvre match qui est gagné 7-2. Le problème, c'est qu'en Ligue des Champions, c'est quand même un espèce de mini-championnat qui se joue sur 6 journées. Donc, ça a vraiment son importance et je pense qu'il faudrait le souligner pour que cet événement malheureux pour le PSG et des répercussions sur l'avenir, que les arbitres ne fassent plus ça, tout simplement. Quand tu colles une valise en championnat, ok, en Bundesliga, tu peux les arrêter direct sans temps additionnel, mais là, c'est quand même assez critiquable, même si bien sûr le PSG n'a pas perdu sa première place là-dessus. Et surtout, on doit s'en prendre à nous-mêmes avant tout, parce que la double confrontation contre le Benfica, c'est 2 matchs nuls, un partout, sont plus que décevants et c'est là qu'on a perdu la première place. On va y revenir dans cette vidéo parce que le Benfica, attention à pas trop les glorifier. Ok, je crois qu'ils sont toujours invaincus, voilà, comme nous d'ailleurs en ce début de saison, mais sur la double confrontation, la réalité c'est qu'ils font qu'une mi-temps sur les 4 et on leur donne les 2 buts qu'ils mettent sont vraiment des buts casquettes, un contre son camp et un penalty plus qu'évitable, on va y revenir. Commençons par la trame de cette phase de poule. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a commencé, c'était le 4 septembre si je ne dis pas de bêtises, ou le 6, contre la Juventus au Parc des Princes. Après un tirage au sort que tout le monde qualifiait de clément, l'objectif était clair, terminer premier, aujourd'hui il n'est pas rempli. On commence donc sur une grosse mi-temps contre la Juve à l'aller avec cette louche de Neymar pour Mbappé, très très fort hein, pour reprendre de volée. C'est marrant parce que il est plus fort pour reprendre de volée les ballons qui viennent de derrière que sur des centres Mbappé. Et pourtant, quand ça vient de derrière, c'est beaucoup plus difficile. Bref, le but sur la passe d'Hakimi est aussi exceptionnel un petit peu plus tard pour doubler la mise. On revient des vestiaires, on est un peu paumé. McKennie égalise, Nuno Mendes dépassé. Erreur de Donnarumma. Mbappé qui manque la balle de 3-0. Évidemment, c'est quelque chose, ce manque de tranchant qui va nous suivre, nous coller, même en Ligue 1 en fait, hein, sur tout ce début de saison. Et on espère qu'on va s'en détacher à partir de janvier. Et puis globalement, Allegri qui montre à Christophe Galtier qu'est-ce que le pragmatisme sur la scène européenne. Voilà, puisque les ajustements que l'entraîneur italien fait à la mi-temps font que la Juve nous domine vraiment. Après, il y a une grosse débauche d'énergie en première. C'était le premier match des phases de poule. Évidemment, à chaque fois, c'est des matchs qui sont assez hachés. Et en seconde, ça paraît assez logique de voir le PSG dans le creux physiquement. Voilà, on peut reprocher par exemple à Galtier son manque de coaching à ce moment-là. Nuno Mendes fait par exemple un match assez moyen, comme je disais, dominé sur le but. Un duel contre Cuadrado
qui a quand même 13 ans ou 14 ans de plus que lui, pas vraiment à son avantage, puisqu'il s'est souvent retrouvé en position de centre, le Colombien. Vitinha nous avait fait évidemment tout l'étalage de sa science du placement et son intelligence de jeu et de déplacement sur ce match-là pour récupérer des ballons dans des bonnes positions et pour créer de l'espace à Neymar Messi et se montrer disponible tout simplement à la relance. Messi avait déjà été invisible. Voilà, il était dans une bonne dynamique qui était cassée ce soir-là parce que, à part son espèce de chevauché sur l'occasion de Mbappé qui oublie Neymar en seconde, pas grand-chose à retenir de son match à ce moment-là. Mbappé, alors on pourrait retenir le côté individualiste de son match et notamment en seconde, mais rappelons quand même qu'en première, il met 2 buts et surtout il finit homme du match, tout simplement, c'est mérité. Je crois qu'il est 4 fois homme du match sur les 6. Je suis pas sûr de cette stat, mais c'est absolument incroyable. Le match à Haïfa la semaine d'après, en première mi-temps, on se fait tourner. Voilà, Mukiele est titulaire à la place d'Hakimi et ça se ressent. Techniquement, il est mauvais quand il a le ballon. Il est trop sur les phases de relance, ce qui fait qu'il est assez introuvable. Et puis surtout, quand on perd le ballon trop loin du porteur, il laisse trop d'espace dans son dos sur le couloir. Ramos est vraiment aux abois complètement. Marquinhos peine face à Pierrot, qui est le genre d'attaquant qu'il n'aime pas. Au milieu de terrain, Verratti, lui aussi, fait une première mi-temps assez moyenne, même si en seconde, tout le monde se reprend. Messi, par exemple, qui peine en début de match avec la pelouse et qui en seconde fait un match très abouti, je crois, une passe D et un but, si je dis pas de conneries. Neymar, pareil, même si on a retrouvé un petit peu le Neymar nerveux. Alors il prend un jaune sur son but en fin de match pour célébrer comme il le faisait depuis le début de la saison. Ça c'est lunaire et on ne cessera de le répéter puisqu'il était absent hier. Peut-être qu'avec lui on aurait marqué ce troisième qui nous aurait offert la première place. Voilà. Bon, dans tous les cas, c'est des faits qui sont tout petits, qui sont minimes. On peut pas se cacher là-dessus. On ne peut pas se cacher sur le manque de temps additionnel ou alors les jaunes, l'accumulation de jaunes de Neymar qui est vraiment injuste. Voilà, il faut le dire, il faut le mettre en avant. Mais de l'autre côté, on a tellement été trop juste par moment qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Bon, bref. Arrive la double confrontation contre le Benfica. On savait qu'on jouait notre première partie de saison là-dessus, parce que la Juve est très moyenne, le Benfica très très bon au Portugal. On se déplace là-bas dans un premier temps, avec un match qui était assez plaisant, parce qu'en fait, ça a alterné entre domination outrageuse des Lisboètes, si ça se dit comme ça, et domination outrageuse des Parisiens. Il y avait des temps forts qui étaient vraiment très très visibles, très marqués pour chacune des deux équipes avec des occasions. Le Benfica qui pousse Donnarumma à faire 6 arrêts, je crois, c'est quand même beaucoup. Le PSG qui se crée quand même pas mal d'occasions par le biais d'Hakimi, le but de Lionel Messi, la retournée de Neymar en début de seconde mi-temps, des coups francs aussi, assez bien placés, voilà. Donc la production offensive a été assez bonne ce soir-là. Il y a eu des matchs, des matchs individuels très compliqués. Ramos, par exemple, la gestion de la profondeur dans les duels bouffés et à la relance très compliqué. On se souvient de son début de match où il met Danilo dans de mauvaises dispositions sur ses renversements pied droit. Voilà, c'est peut-être la faute au mauvais positionnement. Enfin, mauvais non, mais il est positionné à droite. Donc sur le mauvais axe, on va dire, de relance ballon au pied. Messi avait été le plus juste des trois. Neymar, on avait observé quand même une petite baisse de régime à ce moment-là. Et puis Mbappé avait globalement été difficile à trouver, même si ses accélérations se sont fait ressentir. Les prises de balles étaient plutôt bonnes. Non, c'est sur le match retour, le duel avec Otamendi. Mais sur le match aller, un partout. Bon, le but, c'est un contre son camp. Il est bête. Mais de l'autre côté, le Benfica a eu une production offensive tellement imposante contre nous chez eux que le nul est assez logique. En revanche, au retour, c'est lamentable de faire 1-1 en fait. Et là, on peut vraiment s'en vouloir parce que tu dois gagner. Le Benfica montre rien au Parc des Princes, je suis désolé, mais pas d'occasion. Nos défenseurs font un petit peu le plein de confiance. Ramos, par exemple, fait un match très abouti, alors que le match aller, il était mauvais. Et en plus, entre les deux, il avait eu son rouge contre Reims. Marquinhos, pareil, reprend en confiance. Voilà. Hakimi réussit défensivement à faire un bon match, même si offensivement, c'était quand même une production très 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 mauvaise. On se souvient, c'était avec le contexte, rumeur de départ de Mbappé, qui d'ailleurs ne s'était pas caché ce soir-là. Tu leur donnes un penalty idiot. Verratti, pareil, encore une fois, assez moyen.
même s'il a réussi à trouver sur ce match Bernat qui obtient un penalty. C'est un petit peu la seule action de ces 3 semaines, on va dire, passées à la place de Nuno en intérim. Voilà. Neymar fait un match globalement meilleur qu'à l'aller. Voilà, sa production est meilleure, justesse technique retrouvée, même si par moment il pousse un petit peu trop. Et puis Sarabia, c'était le match qui signait son arrêt de mort, sa fin, puisque très 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 mauvais, des frappes très molles tout simplement, et puis une difficulté à se montrer tranchant sans ballon et avec bien évidemment ailleurs que dans la surface, c'était toujours aussi mou. Bref, le Benfica, comme je disais, ont vraiment été mauvais. Au Parc des Princes, tu ne dois pas leur donner ce penalty transformé par João Mario. Par exemple, Donnarumma n'a rien à faire, si ce n'est arrêter le penalty. Un penalty qui est complètement idiot, hein, de Marco Verratti. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Tu perds ta première place sur cette double confrontation. Je trouve que le Benfica, on en fait peut-être un petit peu trop avec eux. Hein. Leur première place, ils l'ont évidemment pas volée parce que bah voilà, on fait une phase de poule qui est plutôt moyenne. Mais sur l'unique double confrontation contre eux, non, on doit gagner le match retour absolument. Et ça, c'est fort regrettable. En cause, évidemment. Bah en fait, ce match retour contre le Benfica illustre bien tous les problèmes qu'on a rencontrés en phase de poule et qui pourraient nous faire très mal dès les huitièmes. Offensivement, le manque de verticalité, de mouvement tout simplement. Tout le monde est quasi derrière le ballon. Voilà, Mbappé veut absolument participer à la création, ce qui fait que devant, il n'y a personne qui propose sur la largeur, qui fait des courses, comme Ekitike a pu le faire hier sur son entrée. C'est bien, il a fait les courses qui ont manqué jusqu'à son entrée. Le problème, c'est qu'il manque de justesse technique et il perd, je crois, 75% de ses duels. Donc comme ça, c'est réglé. C'est plutôt moyen. C'est dommage parce que les courses, il y a de la bonne volonté. Il y a aussi de la vitesse et de l'intelligence dedans. En même temps, c'est pas compliqué. Voilà. Le porteur qui prend aucun risque. Là, l'exemple, c'est Vitinha. Voilà, pas très tranchant. Dans le dernier tiers, peine à faire la dernière passe. Alors, je rappelle que c'est sur ses premiers matchs, là, donc depuis son arrivée, 0 but, 0 passe des Vitinha. C'est quand même compliqué, même s'il y a des avant-dernières passes qui conduisent à des buts. Ne soyons pas malhonnêtes. Ça reste quand même une production qui mérite d'être observée et mise en avant, surtout sur ces derniers matchs. Bon, le 7-2 contre Haïfa, pas de problème, c'était une démonstration. En même temps, on a fini le match, c'était des plots en face. Contre la Juve hier, on gagne 2-1, alors on fait le job. Hein. C'est pas hier qu'on perd la première place. Voilà. Mais globalement, on se fait tenser. Par exemple, le but hors jeu qu'ils mettent, il est lamentable. Je crois qu'il y a Verratti et Renato Sanchez qui se comprennent pas trop. Tout le monde est à 5 mètres de son vis-à-vis. Enfin, c'est un truc ahurissant, tout simplement. Cet attentisme défensif qui conduit à des buts absolument idiots qu'il va falloir absolument gommer. Galtier était connu pour sa bonne production défensive. Ok, en Ligue 1, il y a eu un moment où on faisait des clean sheets, on prenait pas de but, il y avait des bonnes statistiques défensives. En Ligue des Champions, je crois que sur nos 22 derniers matchs, on n'a fait que 2 clean sheets. Ça, c'est une stat qui est lamentable. En Ligue 1, on en prend 3 contre 3 ce week-end. C'est compliqué. Peut-être en cause aussi le retour du système à 4, hein, qui fait que voilà, sur les côtés, l'adversaire réussit à centrer beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus d'aisance. Et puis dans la surface, comme on est attentiste complètement, c'est très facile de finir contre nous. En témoigne le second but de 3 ce week-end. Ou alors Bonucci qui est complètement tout seul. Voilà, Cuadrado qui peut ajuster sa remise parce que Bernat, la coordination est très mauvaise. Et puis Ramos laisse Bonucci finir. Soler, il sort sans grande volonté sur le porteur. Bon, c'est vraiment... c'est compliqué. Voilà, c'est les situations de coup de pied arrêté de centre. L'attentisme, ça, on doit le gommer. Et puis avec ballon, c'est vrai que c'est difficile de savoir ce que cette équipe veut faire parce que pas d'appel devant. Voilà. Peut-être recruter 7 attaquants ou alors un ailier au moins parce que on est revenu à 4 en fait et dans ce système faudrait peut-être un ailier quoi. Achraf Hakimi joue cette espèce de rôle mais le problème c'est que faut qu'il soit plus efficace devant. Ok, il fait des appels tranchants mais à un moment donné il loupe beaucoup. Il y a des centres qui sont à contre-temps, il y a des passes qui sont pas très très bonnes, même si ok sur le but de Mbappé son second face à Haïfa il fait un super renversement. Il y a aussi des 1 contre 1 qui loupent. Je crois qu'à l'aller contre Benfica, quand on se déplace là-bas, si je ne dis pas de bêtises, il a 1 ou 2 occasions vraiment très très franches. Hein. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Il va y avoir un mercato. Premièrement, entre les phases de poule et les huitièmes, évidemment, il va y avoir un mercato qui fait qu'on va pouvoir se renforcer, peut-être, je dis bien peut-être,
Parce que je suis pas sûr qu'on ait une grosse enveloppe, quoi. Sachant que on a mis tout le paquet sur la prolongation de Mbappé, qu'on s'est fait épingler par le fair play financier cet été. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment se réajuster cet hiver. Voilà, sachant que tout repose sur les investissements aujourd'hui, ça va être compliqué. Je suis pas vraiment confiant là-dessus, mais surtout, il y a la Coupe du Monde. Alors, moi, la Coupe du Monde d'un point de vue physique me fait pas peur. Par exemple, dans nos adversaires potentiels, tu as le Napoli. Peut-être que on peut arriver en février sur une dynamique bien meilleure que le Napoli parce que eux, par exemple, ils vont avoir peu de joueurs qui vont à la Coupe du Monde. Donc tous les mecs vont rester à s'entraîner, mais s'entraîner, c'est pas jouer des matchs, hein. Ils vont partir en vacances et tout ça. Et ensuite, ils auront qu'un gros mois pour se remettre au diapason, au niveau huitième de finale de Ligue des Champions. Je sais pas si on se rend compte, au niveau février tout simplement, alors qu'ils auront eu un mois et demi de vacances avant. Ça va être compliqué. C'est comme si on demandait dans une saison normale aux joueurs d'être au diapason sur la première journée des phases de poule de Ligue des Champions. Voilà. Donc, je prends un exemple comme ça. Le Napoli, ce serait possible qu'il y ait une baisse de régime parce que physiquement, ils vont avoir un creux par rapport aux autres équipes, comme nous, où on a quasi tout le monde, évidemment, qui va y aller. La majeure partie qui vont peut-être aussi se faire éliminer prématurément, hein. Ils ne vont pas tous finir la Coupe du Monde le 18 décembre en jouant la finale. Bien sûr, même s'il y a une forte probabilité qu'on en ait un qui la remporte et qu'on ait deux qui soient en finale. Voilà. Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que je préfère garder la dynamique des grands matchs que casser ça. Maintenant, d'un point de vue mental, c'est évident que le Napoli, par exemple, c'est l'exemple que je prends, serait beaucoup plus frais que nous, parce que c'est ce qui vraiment me fait le plus peur avec cette Coupe du Monde, c'est la charge mentale pour les joueurs. Enchaîner tous les 3 jours. La question aussi du climat, passer du Qatar au milieu décembre à la France du 28 décembre. Par exemple, on joue contre Strasbourg pour commencer cette seconde partie de saison. Voilà, ça va être compliqué mentalement, même si physiquement, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Après, bien sûr, physiquement, on peut craindre les blessures. Mais en tant qu'enchaînement, voilà, je voulais juste le mettre en avant. Maintenant, il faut gommer cette volonté, déjà ce manque de mouvement offensivement, mais ça fait des années que ça dure. Défensivement, cet attentisme. Et mentalement, en fait, cette volonté de tuer l'adversaire qui nous bouffe, tout simplement, depuis très longtemps. Hein, par exemple, le match aller contre la Juve, on doit mettre le 3-0 plutôt que de prendre le 2-1 au retour des vestiaires. Contre le Benfica, quand on ouvre le score à l'aller, on doit rentrer au vestiaire avec le 2 ou le 3-0, puisque derrière, tu enchaînes sur une très grosse phase de possession. Tu es incapable de te créer des occasions nettes, très franches, alors que tu récupères le ballon très haut, tu joues la majeure partie du temps dans le dernier tiers du terrain. Donc ça, c'est ce qu'il faut gommer. Maintenant, ça va être une autre saison qui va démarrer en janvier. Il y a de grosses probabilités de tomber sur du lourd, hein. Alors, on va prendre le tableau des probabilités. C'est chiant parce que on s'en branle de taper un Dortmund-Francfort en huitième de finale. Et pourtant, aujourd'hui, par exemple, Bayern-Liverpool, il y a entre 37 et 40% de chances que ce soit tiré lundi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, pour nous, le Bayern, c'est l'équipe, on a plus de chances de tirer avec 18%. Mais de leur côté, ils ont 39% de tirer Liverpool. Donc, tu peux l'oublier. Tous les gens qui disent ouais, le Bayern c'est le plus probable, oui, mais à un moment donné, de leur côté, voilà, il y a quasi une chance sur deux qui tapent Liverpool. City 14% de chance, Real 11%, Chelsea 14%, Tottenham 14%, Porto 12%, Napoli 17%. Napoli 17% de chance qu'on les tape. Voilà les pourcentages par rapport à nos adversaires potentiels. Et le Benfica, bien évidemment, 0, puisque même groupe. C'est chiant, ces espèces de tirage au sort, il faudrait supprimer cette règle un petit peu idiote. Et puis, moi, je les prenais en exemple parce que je pense qu'on va tomber contre le Napoli, hein, qui fait un début de saison fantastique. En Serie A, ils ont 32 points, ils sont premiers. Évidemment, il y a leur talent géorgien. Je ne vais pas écorcher son prénom, hein. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'il se trouve un surnom pour que tout le monde parle de lui. Mais dans tous les cas, je pense qu'on va tomber soit sur le Napoli, soit sur Chelsea ou Tottenham. Je reste quand même confiant. Maintenant, ça reste un tirage au sort, hein. Il y a la chance, l'incertitude évidemment, mais aussi un jeu de probabilité par rapport à ce règlement. Donc je pense que ce sera le Napoli. Et puis bien sûr, peu importe qui on tape, c'est une autre saison qui va démarrer en janvier. On espère que ça va le faire. Dans tous les cas, ces phases de poule de Ligue des Champions ne sont pas satisfaisantes. C'est très difficile de trouver du satisfaisant. Dans la double confrontation contre le Benfica, le match aller contre Haïfa, la double confrontation contre la Juve. Maintenant, le match d'hier, je suis très clément sur le match d'hier. Moi, c'est vraiment le match aller que je regrette contre la Juve, parce qu'hier,
Ok, c'est la Juve d'Allegri, ils sont nuls à chier depuis le début de la saison, c'est triste pour eux, mais de l'autre côté, ils avaient préparé leur match et ils ont mis l'impact nécessaire en fait. Ils ont fait un vrai match de Ligue des Champions. Et malgré leur dizaine d'absents, il y avait quand même des joueurs avec de l'expérience. Enfin, Rabiot, tu m'excuseras, ça a plus d'expérience que Vitinha, Renato Sanchez en Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Nous, attention, j'ai vraiment peur sur la capacité de nos recrues à se hisser au niveau Ligue des Champions et des grosses échéances. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!